Bonjour, moi je suis Samuel Lévesque, j'ai 35 ans. Je suis le directeur de la bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image, ainsi que de l'action culturelle, et je suis également responsable du service événementiel et congrès. Alors je vais vous présenter rapidement ce qu'est cette belle bibliothèque de la Cité internationale de la bande dessinée. C'est une bibliothèque spécialisée, ce qui n'est pas le cas de toutes les bibliothèques publiques en France. Elle a une particularité, c'est qu'elle est divisée en 3 entités, mais qui sont chacune consacrées aux conservations et à la diffusion de l'image de la bande dessinée en France. Nous n'avons pas que des bandes dessinées, bien sûr, à la bibliothèque, puisque nous avons aussi des essais qui parlent de la bande dessinée, nous avons aussi des livres d'illustration, nous avons des albums, mais notre cœur de métier, c'est de faire la promotion de la bande dessinée. Et nous avons donc à ce titre 3 entités. Une salle de lecture, où nous prêtons des documents, nous travaillons avec des partenaires, nous travaillons avec des associations et avec tous les usagers qui souhaitent s'inscrire et emprunter des bandes dessinées à la bibliothèque. Nous avons également un fonds patrimonial chargé de conserver les bandes dessinées depuis le début de l'histoire de la bande dessinée. Nous avons des ouvrages qui remontent au 19e siècle jusqu'à nos jours, à conserver des sorties récentes. Et nous avons également un centre de recherche et de documentation autour de la bande dessinée qui accueille chaque jour des chercheurs, des étudiants ou de simples curieux qui viennent travailler sur des projets autour de la bande dessinée. Comment on peut favoriser la lecture de bande dessinée en bibliothèque ? Déjà, il faut avoir une connaissance sommaire de l'histoire de la bande dessinée. Il y a de très bonnes ressources qui existent sur Internet, à commencer par les ressources que vous allez trouver sur le site de la Cité de la bande dessinée, où on a par exemple un site comme 9e art qui a des articles de très bonne qualité sur l'histoire de la bande dessinée, ou très prosaïquement, ne serait-ce que sur Wikipédia, où vous allez trouver une histoire rapide de la bande dessinée, de ses différents courants. Ensuite, il y a des ouvrages qui existent autour des grands classiques de la bande dessinée. En parcourir quelques-uns pour avoir une idée des grands repères chronologiques peut être une bonne chose. Et puis aussi, il faut être un petit peu à l'écoute de ce qui se fait. Pas hésiter à suivre des blogs de dessinateurs, à regarder des sites d'éditeurs pour repérer les différentes tendances. Pas hésiter à consulter des extraits. Souvent, quand il y a des sorties de bande dessinée, il y a toujours le premier chapitre qui est mis en ligne sur le site de l'éditeur. Ne même pas hésiter à écrire à des grands éditeurs, comme en France Glénat, Dargaud, etc., qui ont des représentants en général chargés des collectivités, chargés des bibliothèques, qui peuvent donner des conseils. Même chose, si vous avez des libraires, que ce soit des libraires spécialisés ou non, en général, ils ont une assez bonne idée de quelles sont les grandes sorties de l'année en bibliothèque. Enfin, vous pouvez également regarder quels ont été les prix littéraires qui ont été décernés, que ce soit par exemple les prix décernés par Livre Hebdo, par le Festival d'Angoulême, ou par le Festival de Lyon, par tous les Eisner Awards également peuvent être intéressants. Vraiment toutes ces grandes cérémonies qui, comme pour le Festival de Cannes avec le cinéma, mettent en avant un petit peu quelles ont été les grandes créations de l'année. Comment s'organise la consultation, le prêt de documents de bibliothèque, de documents de bande dessinée dans une bibliothèque? Alors, il n'y a pas de règle d'or, puisque il n'y a pas une loi qui définit comment une bibliothèque doit être parfaitement organisée. Mais il y a des grandes tendances, et ces tendances partent en fait des besoins du public. Quand on entre dans une bibliothèque spécialisée comme la nôtre, l'idée, c'est qu'on va, en fonction de ce qu'on recherche, assez facilement identifier différents espaces. On a un espace pour la petite enfance, les premières lectures, qui est clairement identifié, où on va par exemple avoir les bandes dessinées muettes, les albums d'illustration, ou des bandes dessinées très simples qu'on va pouvoir lire avec les parents. Puis on a un espace plutôt, on va dire, enfance-ado, qui est identifié avec un mobilier qui est un petit peu plus bas, et des collections où on sait qu'on ne trouvera pas de bandes dessinées qui sont problématiques pour les enfants. Puis on a un grand espace adulte. Et en fait, au sein de ces différents espaces, les collections elles-mêmes sont réparties en plusieurs blocs
pour que chaque usager puisse facilement trouver ce qu'il cherche. Par exemple, on a un espace qui est entièrement consacré aux comics américains, on a un espace qui est consacré aux mangas, on a un espace qui est consacré aux séries européennes ou, à l'inverse, aux ouvrages qui ne sont pas des séries, aux ouvrages qui sont en un seul tome. On appelle ça des romans graphiques, des one-shots, des BD solo, des BD stand-alone. Il y a plein de façons de désigner ces bandes dessinées, mais voilà, l'idée c'est que chaque personne qui rentre identifie facilement des grands corpus pour pouvoir s'y retrouver. Et puis bien entendu, ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours avoir conscience qu'en tant que professionnel de la bibliothèque, on connaît mieux les collections que les usagers qui rentrent. Donc il faut se tenir à disposition des usagers pour pouvoir les orienter et pour pouvoir répondre à leurs demandes très spécifiques. Comment on va permettre à des usagers de découvrir des nouveautés ou des nouveaux ouvrages? Donc, il faut savoir quelque chose, c'est que le public qui va venir dans une bibliothèque, souvent il a une idée assez précise de ce qu'il veut, mais l'idée c'est que comme il y a des effets de best-seller, les gens veulent souvent un petit peu la même chose en même temps. L'idée c'est que vous allez avoir une partie du public qui va être très curieuse, une autre partie qui va pas l'être. Et ce public qui est un petit peu moins curieux, souvent, on va pas trouver exactement ce qu'il cherche puisque on ne peut pas avoir les documents en 10 ou 15 exemplaires. Donc, il y a une nécessité de créer de nouvelles envies, de nouveaux parcours de lecture. Il y a plusieurs façons de le faire. D'une part, le plus simple, c'est par des mises en avant de collections. Par exemple, je donne un exemple tout bête, mais quand le printemps revient, on peut tout à fait faire une sélection thématique qu'on va mettre sur une table autour des bandes dessinées qui parlent du printemps. Mais on peut aussi faire des sélections thématiques très spécifiques. Quels sont les 10 derniers coups de cœur que la bibliothèque vous propose? Quels sont les 10 BD idéales pour commencer à lire du comics américain? Quelles sont les 10 grandes BD qui ont été écrites par des femmes l'an dernier? Quelles sont les 10 BD qui parlent mettons d'une thématique qui peut même être très précise, des agriculteurs, des enseignants, d'un corps de métier en particulier. Donc il faut vraiment éditorialiser la sélection que vous avez dans votre bibliothèque en la mettant en avant. Alors vous pouvez le faire, comme je l'ai dit, de manière très physique, sur des tables, dans des bacs. Vous pouvez éditer des bibliographies que vous pouvez distribuer au public, que vous pouvez mettre sur votre site internet. Et il ne faut même pas hésiter à aller plus loin et à vraiment s'engager avec de la subjectivité en disant voilà, ça c'est la sélection du bibliothécaire, parce qu'il faut savoir que le public qui rentre en bibliothèque, souvent il a une haute estime du bibliothécaire. Il pense que le bibliothécaire connaît très bien son fond, ce qui est très souvent vrai. Donc il ne faut pas hésiter à se mettre en avant et à dire voilà, ça ce sont les coups de cœur de l'équipe. Depuis une vingtaine d'années, c'est évident que la bande dessinée, c'est plus uniquement un album en papier d'une cinquantaine de pages qu'on feuillette et qu'on range dans une étagère. Il y a toute une culture de la bande dessinée qui s'est développée. Il y a de nouvelles technologies, comme ça a été le cas pour la musique ou pour le cinéma, qui sont venues se greffer là-dessus. L'essor de la bande dessinée numérique, qui est pas le même partout, ça dépend des pays, mais il est évident. Aux États-Unis, il y a près d'un livre sur deux qui est un livre électronique. En Corée du Sud, presque toute la bande dessinée maintenant passe par une édition électronique avant d'être éditée en papier. Et nous, bibliothécaires, on a un rôle à jouer là-dedans. Ce rôle, c'est notamment de faire des sélections d'ouvrages, d'accompagner les gens, éventuellement de proposer sur les sites internet des BD ou des applications qui permettent de découvrir ces nouvelles formes de lecture, mais on a aussi un rôle de réduction de la fracture numérique, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont très bien maîtriser ces nouvelles technologies très spontanément et qui n'auront pas forcément besoin qu'on les aide, si ce n'est qu'on leur dise quels sont les bons et les mauvais ouvrages. Un rôle de conseil éditorial, mais on va avoir aussi des gens qui vont avoir besoin qu'on leur explique comment ça marche une tablette, comment ça marche la lecture d'une BD numérique, ce qui fait qu'un bibliothécaire aujourd'hui doit être autant un bibliothécaire un petit peu classique qui connaît les ouvrages, qui connaît ses collections, qu'un expert en technologie qui doit pouvoir expliquer à quelqu'un qui n'a pas forcément de connaissance de comment marche une bibliothèque numérique, de comment il peut s'approprier ces nouveaux outils.
La Cité de la bande dessinée a cette particularité d'avoir une bibliothèque qui est très spécialisée, où l'essentiel de nos collections sont des ouvrages de bande dessinée. Maintenant, si vous avez une bibliothèque qui est plus généraliste, où la bande dessinée n'est qu'une ressource parmi d'autres, il faut trouver des moyens de faire des passerelles entre vos différents types de collections. Là encore une fois, il n'y a pas de règle d'or et il n'y a pas un policier des bibliothèques qui va dire ça c'est une bonne chose ou ça c'est une mauvaise chose. Mais il y a une tendance générale qui viendrait de dire que la bibliothèque en général a sa section à part. Elle a un espace où les amateurs de bande dessinée vont rapidement pouvoir venir retrouver leurs ouvrages, mais il faut que ces collections dialoguent un petit peu avec les autres. Il faut qu'un lecteur de roman qui n'a jamais pris l'habitude de lire une bande dessinée puisse avoir l'occasion de tomber dessus. Pour ça, il y a une manière très simple de procéder, c'est de régulièrement faire des sélections et des mises en avant en dehors de l'espace bande dessinée. Il faut que le lecteur qui rentre dans la bibliothèque, quand il passe à l'accueil, quand il passe dans la sélection des romans, quand il voit la sélection des prix littéraires, soit mis régulièrement en contact avec de la bande dessinée. Et il faut l'affirmer comme étant une littérature qui a la même valeur que les romans, que les essais, que les films ou que les jeux vidéo ou que tout autre type de collection que vous pouvez avoir à la bibliothèque. Pendant très longtemps, la bande dessinée était vue comme quelque chose qui était un petit peu dénigré. Aujourd'hui, c'est plus le cas. La bande dessinée est reconnue comme un des arts majeurs de la littérature et il ne faut pas hésiter effectivement à le mélanger avec le reste d'autres collections sur des événements particuliers. La médiation autour des collections est devenue quelque chose de très important dans la bande dessinée. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on fréquente une bibliothèque, on s'attend à ce que ce ne soit pas qu'un lieu où on vient pour lire et emprunter des documents. On s'attend à ce qu'il y ait des animations, à ce qu'il y ait une heure du conte, à ce qu'il y ait une valeur ajoutée. Venir à la bibliothèque, ce n'est pas comme acheter un livre sur internet qu'on va recevoir dans sa boîte aux lettres, c'est aussi vivre une expérience de lecture. Ce qui fait que la plupart des bibliothèques aujourd'hui ont un programme d'animation et de médiation autour de leur collection. Le travail d'une médiatrice culturelle, c'est en fait de faire la jonction entre l'œuvre et le public. Donc à la Cité de la bande dessinée, on a des médiatrices culturelles au service bibliothèque, mais il y en a aussi au service musée, également au cinéma. À la bibliothèque, on a 44 000 œuvres en fait, c'est-à-dire 44 000 livres en stock. Donc mon travail, c'est d'essayer de faire en sorte que le public rencontre ces livres. Et pour ça, on a différents biais qu'on utilise selon le public. En fait, on va s'adapter au public. C'est-à-dire qu'on va d'abord identifier le public cible. Quel âge il a? Est-ce que ce sera en groupe? Est-ce que ce sera plutôt des écoles ou plutôt des familles ou plutôt des centres sociaux? Et ensuite, en fonction de ça, on va adapter le propos pour qu'il soit le mieux reçu. Donc, dans les exemples d'activités qu'on fait à la bibliothèque, on a par exemple la lecture musicale. Donc donc là, c'est des animations qui sont destinées à un public assez jeune, voire même très jeune. On part de bandes dessinées muettes sur lesquelles on va installer une bande sonore qu'on crée nous-mêmes et ensuite on fait une lecture accompagnée donc de musique, ce qui permet de rendre le médium de la bande dessinée un peu plus accessible puisque c'est un médium assez particulier. C'est pas comme un livre traditionnel où on a une image et un petit texte. Là, en fait, on a plusieurs cases qui se succèdent, donc il faut que les enfants comprennent le sens de lecture, qui comprennent comment fonctionne une bande dessinée, les bulles, etc. Donc ça, c'est un des formats qu'on utilise. On a aussi les ateliers créatifs qu'on peut faire à la bibliothèque, même s'il y en a beaucoup qui sont faits au musée, et qui permettent aux enfants tout simplement d'apprendre à dessiner des bandes dessinées, des personnages, des perspectives. Et on a aussi tout un pan qu'on appelle le format, on va dire, plus jeu, où là, en fait, on va faire intervenir également les parents dans le processus. Et nous avons notamment une grosse formule qui s'appelle le rallye parents-enfants, qui permet en fait d'aborder une thématique plus générale à la bande dessinée. Par exemple, on a un rallye parents-enfants sur le manga, ou un rallye parents-enfants sur les comics. Et là, en fait, l'idée, c'est d'essayer d'aborder tous les points clés. Qu'est-ce que c'est un manga? Quels sont les codes du manga? Comment ça se construit, où est-ce que c'est produit, mais sous forme de jeu. Et donc dans ces jeux, il y a à la fois de l'artistique, du créatif, des petits exercices intellectuels et également du sportif. Les livrets d'accompagnement
accompagnements qui peuvent donc être produits lors des expositions sont des livrets qui sont faits d'un commun accord avec le commissaire d'exposition et avec les scénographes et qui sont donc destinés à un public enfant et familial. Le but, c'est qu'en fait, les parents puissent accompagner eux-mêmes les enfants dans la visite. Et ils sont construits en fonction de ce qu'il y a dans l'exposition. C'est-à-dire qu'on va identifier dans l'exposition les éléments clés qu'un enfant peut comprendre et qui vont lui permettre de saisir le propos intégral de l'exposition. Et ensuite, on va essayer de trouver des moyens pour lui amener ces éléments. Donc ça peut être des petits QCM traditionnels, mais ça peut aussi être des jeux en rapport avec les 5 sens, comme le toucher, l'ouïe ou l'odorat, ou également des petites choses à dessiner, des points à relier. Donc ça dépend vraiment après du propos de l'exposition. Ça passe aussi par la création de temps de convivialité. Par exemple, inviter les enfants à venir pour un goûter et pour découvrir des collections. Ça peut passer par la création d'un club de lecture, mais aussi par des fois des billets qui ne sont pas directement axés autour du livre. On peut par exemple imaginer de faire des visites insolites des bureaux, puisqu'il y a les bibliothécaires n'ont pas forcément des métiers qui sont très connus. Donc nous, très régulièrement, ce qu'on fait, c'est qu'on fait rentrer les gens dans nos bureaux en leur disant voilà comment les documents, voilà comment on les choisit, voilà comment ils sont mis en avant, voilà où on les range en attendant qu'ils soient mis en rayon, ou encore voilà où vont les documents une fois qu'on les a retirés des collections, puisque les bibliothèques, c'est des documents qui rentrent et des documents qui sortent. Et en faisant ce genre de visite insolite, ça aide les gens à s'approprier le lieu et à avoir envie de revenir, parce que c'est un petit peu ce qu'on va appeler un troisième lieu, qui n'est ni le travail ni leur domicile. C'est un lieu de convivialité où les gens ont envie de venir passer du temps parce que ça fait partie de leur quotidien. Dans la médiation en bibliothèque, on peut avoir un cas très particulier qui est celui des publics qui sont les plus éloignés de la lecture, c'est-à-dire les gens qui peuvent être géographiquement ou culturellement très éloignés de la lecture. Dans ce cadre-là, on a un bon exemple à Angoulême qui est celui de notre partenariat avec le CAGE, qui veut dire le Club Aîné Jeunesse, qui est un centre socioculturel qui est implanté dans un quartier où il y a beaucoup de publics éloignés de la culture à Angoulême. Parce que c'est un quartier avec beaucoup de gens qui sont fraîchement arrivés en France ou qui ont des situations économiques qui sont qui rendent compliqué l'accès à la culture. Dans ce cadre-là, on a quelques exemples d'actions qu'on a menées en partenariat avec le CAGE, qui est un partenaire qui est très privilégié pour la cité. Par exemple, on les a aidés à mettre en place leur bibliothèque parce que c'est difficile pour les habitants de faire le trajet jusqu'à la Cité de la bande dessinée. Du coup, on a fait en sorte qu'ils aient une belle bibliothèque sur place avec une médiatrice qui est dédiée pour faire la médiation chez eux. Mais on a aussi créé avec la ville d'Angoulême des ateliers en fin d'année pour que les enfants créent leurs propres personnages de bande dessinée, avec un auteur du territoire d'Angoulême qui était dédié à cette tâche, qui est venu pendant 2 semaines pour travailler avec les enfants, pour leur apprendre comment on crée une planche de bande dessinée, comment on fait cette démarche de devenir soi-même un créateur. Et à partir du moment où on est un créateur, on a envie de découvrir d'autres créateurs, donc on a envie d'arriver vers cette culture-là. On a aussi le cas de gens qui ne parlent pas le français, qui le maîtrisent très mal. Là, on a des actions spécifiques qui peuvent être mises en place. Par exemple, délocaliser des cours de français, ce que nous avons déjà fait 2 fois, au sein de la cité, pour que les supports de cours puissent être de la bande dessinée et que l'enseignante qui enseigne le français à ces populations puisse utiliser nos collections comme un support de cours. Voilà un certain nombre de types d'actions qu'on peut faire, mais on peut en imaginer beaucoup d'autres. Et je pense que ce qui est très important aussi, c'est de partir des besoins des habitants, qui nous fassent remonter aussi ce dont ils ont envie pour travailler et ce qui leur ferait plaisir de faire quand ils viennent à la cité ou quand nous allons chez eux. La bibliothèque de la Cité de la bande dessinée, elle a une particularité, c'est qu'elle est implantée sur un territoire où la bande dessinée est très importante. Et de ce fait-là, on a environ 150 auteurs qui sont installés sur le territoire d'Angoulême. Et ça nous a très tôt convaincu qu'il fallait travailler avec ces auteurs parce que il faut qu'on soit connecté avec toute cette création qui se fait à Angoulême. C'est très important parce qu'on a un patrimoine qui se crée au quotidien qu'il faut mettre en avant. Et il y a des façons de le faire, encore une fois, avec la médiation.
Alors, il y a des choses qui sont très simples à faire. Par exemple, on peut très régulièrement faire des mises en avant des auteurs locaux, ce qu'on fait autant à la librairie qu'à la bibliothèque, à la Cité de la bande dessinée, en faisant régulièrement une table thématique, en disant voilà, toutes ces bandes dessinées-là ont été créées à Angoulême. Mais on peut aussi imaginer d'aller beaucoup plus loin. Nous, chaque mercredi, par exemple, on a des cours de bande dessinée qui sont donnés à destination des enfants et qui sont tenus par un auteur local. On a aussi des manifestations nationales comme Partir en livre, par exemple. C'est des manifestations où il y a des auteurs qui viennent apprendre la bande dessinée ou la littérature à des enfants sur tout le territoire. Ça, on le fait systématiquement avec des auteurs du territoire. On peut aussi aller des fois dans des propositions qui vont beaucoup plus loin. Par exemple, il y a quelques mois, on a donné carte blanche à un auteur pour qu'il nous propose ses bandes dessinées préférées, puis qu'après, il puisse programmer des films au cinéma local. Ce qui donnait une journée à la Cité de la BD qui était entièrement marquée par cet auteur. Et puis après, il y a des choses très basiques comme quand ils sortent un nouvel ouvrage, relayer l'information sur les réseaux sociaux, en parler aux usagers qui viennent au quotidien et vraiment se porter comme un soutien des auteurs sur le territoire. Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la Cité de la bande dessinée, on travaille, et vraiment c'est notre cœur de métier, on travaille dans une logique de réseau et de développement de notre réseau. C'est-à-dire qu'il faut qu'on touche une population de plus en plus large pour que la culture de la bande dessinée se diffuse, et qu'on a dans cette logique-là une logique de transmission, et qu'on a aussi une vocation à partager nos savoirs, nos métiers, nos connaissances, et bien entendu, je serais ravi qu'on aille plus loin et qu'on puisse prolonger plus loin cet échange et qu'on puisse profiter un petit peu de ce qu'on peut s'apporter mutuellement dans le cadre de cet échange de connaissances.